Voilà, trottinette électrique. D'abord, notre échange du jour. On va le consacrer à l'accueil des réfugiés ukrainiens ici à Bruxelles. On a tous vu ces images de personnes qui sont obligées de faire la file pour s'enregistrer. Alors, est-ce qu'on a mal organisé cet accueil? Est-ce qu'on l'a sous-dimensionné? Et puis surtout, comment on va loger ces réfugiés dans les semaines et dans les mois à venir? On va en parler avec Mehdi Kassou de la plateforme citoyenne Bruxelles Refugees et avec Didier Gauzoin qui est le bourgmestre de Dergem, membre du parti Défi. On commence avec vous, Didier Gauzoin. Ces images de personnes qui font la file, ça vous choque? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien anticipé du côté des autorités, notamment du côté du gouvernement fédéral? Vous savez, dans cette crise, je ne veux pas être du côté des gens qui polémiquent. La situation est catastrophique. On détruit des villes, des millions de gens sont sur les routes. Je dis bien des millions de gens sont sur les routes. Et donc, nous avons une obligation d'efficacité. Et le rôle d'une institution très petite et très modeste comme une commune, c'est précisément d'offrir sa collaboration. Et donc, vous n'aurez pas de moi une critique, même si je reconnais que les choses pourraient être beaucoup plus fluides de manière à pouvoir absorber les demandeurs qui aujourd'hui sont en recherche d'habitat. Pour un exemple, dans la commune d'Odergem, nous avons 140 familles qui sont prêtes à héberger, mais ça vient au compte-gouttes. Ouais. Alors, on va y revenir sur les propositions de la commune d'Odergem dans un instant, mais avec Mehdi Kassou, pour qu'on comprenne bien, je voudrais qu'on explique bien cet enregistrement. Donc, on sait que les Ukrainiens, ils ont le droit à une protection temporaire. C'est pas la même chose qu'une demande d'asile. C'est automatique pour tous les propriétaires d'un passeport ukrainien. Mais il faut un enregistrement pour avoir droit à l'aide sociale, avoir le droit de travailler, etc. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et je vous repose la question que j'ai posée à Didier Gauzoin. Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-dimensionné nos infrastructures d'accueil? Oui, je voudrais d'abord peut-être rejoindre ce que disait M. Gauzoin. Effectivement, c'est peut-être pas le moment de tirer sur l'ambulance, mais il est assez clair que, d'une part, ces files et la manière dont est géré l'accueil en Belgique pour les demandeurs d'asile étaient déjà problématiques. Donc, avant cette crise qu'on voit aujourd'hui, qui est très médiatisée, il y en avait une autre en novembre, en décembre, qui a amené jusqu'à la grève des travailleurs de fait d'asile, parce que la gestion globale des demandes d'asile, de la manière dont la Belgique accueille les demandeurs d'asile est problématique et l'est toujours. Alors ici, il y a évidemment un caractère très inédit et très inattendu à ce qu'il s'est passé. On ne pouvait, j'imagine, pas prévoir qu'un conflit exploserait. Je crois que jusqu'à la dernière seconde, tout le monde espérait qu'il n'y ait pas de guerre. En attendant, la situation est effectivement chaotique. Mais la Belgique n'étant déjà pas prête à accueillir, pas capable d'accueillir les demandeurs d'asile en novembre, évidemment, avec un conflit aux portes de l'Europe, elle n'était pas prête. En tout cas, les structures prévues à cet effet n'étaient pas prêtes pour pouvoir accueillir autant de réfugiés. Ouais. On a quand même des témoignages ces derniers jours de gens qui disent nous, on a voulu aller aider aux portes du Heysel, par exemple, et on s'est fait refouler par la police. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, je dois dire que je ne suis pas allé personnellement, mais effectivement, on est en contact avec beaucoup d'associations et d'organisations par ailleurs qui y sont, et visiblement, effectivement, tout l'espace devant le Heysel sur lequel des organisations pouvaient faire des distributions de vêtements, de linge, de nourriture, de boissons, etc., a finalement été évacué. Donc, des barrières ont été installées, demandant aux organisations de le faire un peu plus loin. J'imagine pour des questions d'organisation, mais en tout cas, ça n'a pas été anticipé. Et par ailleurs, surtout, ce qui a perturbé, en tout cas, les retours que nous avons, c'est que ces organisations voient aussi et surtout en même temps la détresse dans les files d'attente, des demandes, des gens qui ont soif, qui ont besoin de s'asseoir, qui ont envie de pouvoir grignoter quelque chose, etc. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Je discutais pas plus tard qu'il y a une heure avec des organisations qui collectent des vêtements et qui sont pas très loin, dans le Heysel juste à côté, qui organisent des convois vers l'Ukraine, qui expliquaient vouloir intervenir à cet endroit-là, mais que malheureusement les ponts ne se faisaient pas. Alors, à ce stade, je pense qu'on peut le mettre sur le compte de la logistique et de l'organisation. L'Office étranger est sur place, elle doit organiser cet enregistrement de masse, et donc c'est logistiquement compliqué. Et évidemment, il faut pouvoir aussi tenir compte de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et j'imagine que créer un espace de coordination qui rassemble aussi toutes ces initiatives doit être compliqué. En attendant, on est à Bruxelles, on est la capitale, et par ailleurs une capitale qui a un tissu associatif extrêmement fort, avec une solidarité extrêmement forte aussi. Et donc, il n'est pas impossible, je crois, de créer des espaces dans lesquels puissent se rencontrer toutes ces énergies pour mieux
répondre aux besoins que rencontrent toutes ces personnes. Alors, je voudrais qu'on parle du logement. Didier Gauzin, vous avez fait référence aux citoyens qui se sont fait connaître dans votre commune, qui sont prêts à héberger chez eux. Et puis, vous avez vous-même fait une proposition, ce serait de mettre un terrain à disposition pour installer des logements modulaires. C'est ça la solution? Il va falloir envisager des villages d'accueil, parce qu'on sait aussi que chez les particuliers, ça peut durer quelques mois, mais qu'il y a un moment où les particuliers risquent de se lasser. On n'a pas un chiffre précis, mais on a parlé de 200 000 jusqu'à 200 000 personnes à accueillir quand même. Hein. Donc, je tiens à préciser qu'il y a d'une part la notion de logement d'urgence, c'est-à-dire maximum 5 jours, qui est de la responsabilité de l'État fédéral. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a des insuffisances de capacité d'accueil. C'est la responsabilité qui fait que des réfugiés ukrainiens, mais il y en avait d'autres avant, d'autres nationalités, qui vivent dans les rues, qui vivent sous les gares, etc. Et c'est toujours été intolérable. Et puis, il y a le logement temporaire qu'offre pour l'essentiel des particuliers. Je vous l'ai dit, dans ma commune, nous avons fait une campagne d'information et je suis vraiment heureux de voir que mes concitoyens, Roderick et moi, ont répondu présent. Nous avons 140 hébergeurs potentiels, c'est-à-dire un potentiel de 300 logements. Nous avons communiqué tout cela depuis plus d'une semaine. Ça fait à peu près 3-4 jours que FEDASIL nous dit on va vous envoyer 30 personnes, 20 personnes, aujourd'hui 30, et chaque fois, c'est avorté à la dernière minute. Chaque fois, on ne nous envoie pas les personnes et donc c'est au compte-gouttes qu'on remplit les offres des hébergeurs. Mais ceci étant, soyons clairs et soyons lucides, la guerre ne va pas s'arrêter dans 1 mois ou 2 mois. Et même si elle s'arrête, et ce que je souhaite, et j'espère que ce soit une issue positive pour la démocratie, il faudra des mois, des années pour reconstruire ces villes qui ont été de manière barbare détruites par l'armée russe. Et donc, les Ukrainiens seront là pour 2 ou 3 ans. Et il ne faut pas croire que ce seront les citoyens qui vont pouvoir tenir le coup en hébergeant des réfugiés. Il faut donc des solutions structurelles. D'où ma proposition. Nous avons sur Oderghem un terrain de 4 hectares qui est non bâti, qui est viabilisé avec, contrairement à ce que dit la région, avec un réseau d'égouttage, avec une voirie, etc., qui pourrait accueillir, oui, des villages modulaires, de manière à pouvoir, de manière structurelle, sur 2-3 ans, accueillir les réfugiés. Mehdi Kassou, je voudrais avoir la réponse de Mehdi Kassou, Didier Gauzin, je vous interromps. Mehdi Kassou, des villages modulaires, c'est des préfabriqués en fait. Est-ce que ça vous semble une bonne solution et est-ce qu'il y en a d'autres qu'on doit privilégier ? Alors, des bonnes solutions, je ne sais pas, c'est une partie de solutions, et en particulier, je rejoins ce que disait M. Gauzin, mais en particulier sur la question du logement. On sait qu'il y a une crise du logement à Bruxelles, en région bruxelloise, une crise du logement en région wallonne. Il y a effectivement un risque de voir arriver 150 000 à 200 000 personnes, et il faut effectivement tenir compte du fait que ces personnes vont éventuellement s'installer, et qu'il leur faudra peut-être plusieurs années pour retourner en Ukraine une fois que le pays sera reconstruit. Et donc, il faut des solutions dans l'intermédiaire. Ceci dit, la crise du logement existait avant cette situation, et je ne sais pas si des structures intermédiaires ou des structures pop-up qu'on installerait, comme ça a été le cas par ailleurs dans certains centres faits d'asile ou pour faire face à certaines crises, je ne suis pas sûr que ce soit une partie de réponse. Ça va entraîner d'autres réalités. Le risque est potentiellement de ghettoiser une partie de la population, de les camper finalement dans des structures qu'on aura pensées comme étant des structures temporaires, et in fine, elles y resteront 2, 3, 4 ans. Donc, il y a quelque chose de plus structurel qui doit être anticipé. Donc, c'est un peu le message ici. Cette crise en Ukraine permet de mettre en lumière ce qui est déjà dit depuis de nombreuses années. Le réseau FEDASIL est sous-investi, est saturé en permanence. Des places ont été fermées par milliers dans le passé. Si les places nécessaires étaient existantes aujourd'hui, on aurait déjà du mal à gérer. Donc, il faut pouvoir anticiper. À nouveau, gouverner, c'est anticiper. Et pour répondre à la question des citoyens, je crois que les citoyens en Belgique et ailleurs, alors aujourd'hui on le voit avec cette solidarité qui s'exprime, mais ont toujours été présents, que ce soit dans la crise de 2015, de 2017, de 2019. La plateforme citoyenne, à elle seule, peut compter 10 000 hébergeurs, malgré des phénomènes de répression, de criminalisation de la solidarité, etc. Elle existe. C'est une partie de la réponse, mais si on veut la rendre structurelle, il faut aussi pouvoir envisager les investissements structurels, formation, accompagnement, financement, etc. Et donc, ça peut faire partie de la solution, mais à nouveau,
celle-ci doit être Ouais. beaucoup plus importante et surtout être anticipée et pas réfléchie en période de crise. Alors, je voudrais vous poser 2 questions rapides et on n'a plus beaucoup de temps, donc je vous donne la parole avec 2 questions à l'un et à l'autre. Première question, on sent bien que la pression est plus forte à Bruxelles qu'ailleurs, parce que c'est la porte d'entrée de la Belgique et qu'il y a un certain nombre de réfugiés qui vont rester à Bruxelles, ce qui a posé des problèmes de logement, mais aussi sans doute de scolarisation, etc. etc. Est-ce que vous le craignez et est-ce qu'il ne faut pas réfléchir ou demander au fédéral un plan de répartition sur l'ensemble des 3 régions? C'est ma première question. Et deuxième question, et je vous demande d'être court s'il vous plaît, Theo Franken, la NVA, propose qu'on n'accorde pas le revenu social d'insertion aux réfugiés ukrainiens. Quelle est votre réaction? On commence avec vous, Mehdi Kassou. Alors, la première, la deuxième question est absolument hallucinante. En tout cas, la position de Theo Franken, les réfugiés ukrainiens ou les autres, par ailleurs, ont des droits. Nous sommes dans un état de droit. Si on leur délivre la carte A, ils ont droit au revenu d'intégration sociale, comme ils ont surtout le droit de travailler. Alors, il faut imaginer qu'entre le moment où ils arrivent et ils obtiennent ce revenu d'intégration sociale et le moment où ils trouvent un travail, il y a toute la période de vie qui est là et qu'il va falloir assumer. Donc, c'est à mon sens, une proposition un peu absurde et je m'excuse, mais la première question m'est sortie de la tête. Oui, la première question, c'était sur le fait de devoir répartir sur l'ensemble du royaume et pas laisser trop de monde à Bruxelles. Oui. Ouais. Oui, absolument, mais ce plan de répartition est déjà en train de se présenter. On a entendu parler de 60% en Flandre et 40% en francophonie, dont 25% à Bruxelles et le reste en Wallonie. Donc c'est en cours de réflexion. Par ailleurs, le plan de répartition, c'est aussi une demande qui existe depuis longtemps de la part des organisations, d'avoir une organisation au niveau des communes et de pouvoir plus facilement ventiler sans être dans des rapports de gestion de crise. Didier Gauzouin, sur ces 2 questions, assez rapidement, s'il vous plaît. Donc je confirme qu'il y a un plan de répartition, 60, 30 pour la Wallonie et 10 pour Bruxelles. C'était une décision du fédéral, mais 10 pour Bruxelles, ça fait déjà à peu près 25 000 personnes qui vont devoir être accueillies. Pas question de mobiliser des logements sociaux parce que c'est créer une frustration par rapport aux 40 000 personnes qui sont en attente. Donc il faut des solutions structurelles. Quant à la proposition de M. Franken, eh bien comme toujours, c'est à la limite de l'état de droit. Chaque citoyen a des droits. Et je rappelle ici que la guerre en Ukraine, ce n'est pas simplement la guerre contre l'Ukraine, c'est aussi la guerre contre la démocratie. Et ça doit nous mobiliser. Merci beaucoup Didier Gauzouin, bourgmestre d'Oderghem pour Défi. Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne Bruxelles Réfugiés. Merci à tous les deux.